EDI, équité, diversité, inclusion. Un acronyme, 3 lettres, 3 valeurs qui ont fait couler beaucoup d'encre ces 4 dernières années. Pour certains, l'EDI reste encore flou. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un idéal réellement applicable? Pour d'autres encore, c'est une menace à leurs privilèges, au statu quo. Pour moi et mes collègues, l'EDI, c'est une mission, un travail au quotidien pour développer les personnes, les organisations et nos sociétés de manière positive. Aujourd'hui, dans le cadre de ce deuxième volet des tables rondes de l'Institut Néo-Québec, je vais répondre à la question lancée par Cyril Ekwala. Est-ce que l'EDI est le remède miracle à toute forme de discrimination, que ce soit le racisme, le sexisme, le capacitisme et tout autre type de discrimination? Mon nom est Michèle Camara, je suis consultante en gestion de la diversité et stratégie d'inclusion. Et aujourd'hui, j'aborde ce sujet avec mes collègues qui naviguent tous les trois dans le domaine de l'équité, la diversité et l'inclusion, chacun avec son angle particulier. J'ai Raphaël Provost, qui est directeur général de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité. Céline Morellon, PDG et fondatrice de Leader de Valeur, une organisation qui jumelle les talents et accompagne d'autres firmes en EDI. Et Mélissa Saint-Louis, qui se spécialise en neuro-inclusion dans le milieu des organisations. Bonjour, cher invité. Bonjour. Ça va? C'est un peu formel, mais on va se détendre. Oui, parce qu'on se connaît. On se connaît quand même. Vous n'êtes pas que des spécialistes, vous êtes aussi des collègues et même des amis. Puis aujourd'hui, je veux vraiment qu'on réponde à la question de Cyril, qui est vaste. Est-ce que l'EDI, c'est la solution miracle? Mais je veux qu'on décortique la question et qu'on le fasse en 3 temps. Je vous propose de me donner votre avis sur l'état de l'EDI aujourd'hui au Québec, aux États-Unis, en Amérique du Nord, ce que vous observez, ce que vous vivez. Ensuite, de partager avec moi les bons coups et les mauvais coups que vous voyez au cours de ces 4 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans un dernier temps, de me dire où est-ce qu'on va, c'est quoi l'avenir de la profession en 2025 et après, sachant qu'aujourd'hui, l'EDI connaît un backlash, un gros pushback. Le menu vous convient? Tout à fait. Let's go! Alors, on en est où aujourd'hui en EDI? Je pense que vous avez tous des angles différents. Je vous laisse commencer. J'envoie la balle à qui veut la prendre. Okay. On te regarde. C'est celle qui est dans le domaine depuis le moins longtemps des trois. Ben justement, parle-nous-en, tu sais, de ton point de vue. Mais c'est ça, tu sais, nous, étant spécialisés en neuroinclusion, ça reste un pan de l'EDI qui est beaucoup plus jeune, dans ce sens où le mouvement social est arrivé beaucoup plus tard, s'inspirant des autres mouvements sociaux là, également. Mais on parle de la fin des années 90 pour le début du mouvement, donc c'est vraiment très jeune. Puis au Québec, tu sais, on était dans les premières à vraiment parler de cela bientôt 4 ans. Ce qui fait que je suis arrivée, tu sais, après que le train avait déjà parti. Le fameux train, parce que ce matin, tu vois, on mettait un petit peu la table. J'avais rappelé le contexte 2020, pandémie, résurgence du mouvement Black Lives Matter avec le meurtre de George Floyd. Puis, c'est vrai qu'en ouvrant la porte aux discussions sur la discrimination et les inégalités, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas qu'au niveau ethnique qu'il y a ces discriminations-là, il y a d'autres types de discrimination. Et c'est là où toi, quand tu dis « je prends le train en marche », la neurodiversité, la neuroinclusion trouve aussi sa place dans ce débat. Effectivement, tout en considérant l'intersectionnalité, je veux dire, tu peux être neurodivergent ou neurodivergente et être une personne noire et être une personne qui utilise un fauteuil roulant et être une femme ou être une personne... Tu sais, toutes ces réalités-là existent ensemble, fait que ça fait qu'après ça, toutes les couches identitaires, fait que tu peux vivre plus de situations de marginalisation ou tes situations de handicap sont exacerbées, mais ça est vrai en tout temps. Donc, ce qui est intéressant de regarder au niveau de où est-ce que la diversité et l'inclusion est rendue aujourd'hui, de parler plus d'intersectionnalité, de parler plus de comment est-ce qu'on ne travaille pas en silo, mais qu'on travaille tous ensemble, dans le fond, dans un but commun, mais en ayant ces références-là au niveau du véhicule expérientiel, puis qu'on le considère chacune, c'est ça qui est important. C'est qu'on se tienne ensemble pour avoir conscience des enjeux et des différents angles. Est-ce que c'est ce que vous observez aussi, Céline, Raphaël? Mais tu posais tantôt la question, l'EDI, est-ce que c'est la solution miracle? Bien, il faudrait nous donner les moyens si c'était vraiment la solution miracle. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'on ne serait pas ici pour en parler. Puis souvent, il y a des entreprises qui ont une seule personne qui, pour des milliers de personnes, va devoir avoir les dossiers EDI. Et en toute honnêteté, tu disais que tu étais la plus jeune du groupe à naviguer dans l'EDI avec ton travail, mais moi, il y a quelques temps, l'EDI, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et pourtant, j'en fais par mon métier. Je suis à la tête d'un organisme qui, depuis 27 ans, parle de discrimination et d'intimidation avec les jeunes. Donc, c'est un terme que je ne connaissais pas, que moi-même, je commence à apprivoiser. Puis j'ai un peu de la misère avec les acronymes parce que j'appartiens à un autre acronyme, LGBTQ+. Puis au Québec, j'ai l'impression qu'on aime et on déteste en même temps les acronymes. On donne des acronymes à tout. Dans le réseau de la santé, tout le monde parle juste en acronymes. En même temps, on déteste ça.
Et je trouve que ça nuit à l'EDI, le fait que c'est ramené à un acronyme. C'est trop simpliste. Puis souvent, on le dépose sans expliquer ce que c'est. Puis je targette beaucoup à dire il manque une lettre, un H pour humain. Puis quand on parle d'EDI, pour moi, c'est parler d'humain, c'est de complexité. Puis c'est normal que ça soit complexe, parler d'EDI, puis penser que c'est l'inverse, puis que c'est une solution, puis que ça va être simple. Pour moi, c'est utopique un petit peu. Tu disais où on en est aujourd'hui, mais un petit peu, moi, étant donné que j'interviens directement auprès des organisations, donc soit au niveau des employés, au niveau de la haute direction, pour parler de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, il y a un débalancement, je pense, entre ce qui est vécu dans la société en général et ce qui est vécu dans les organisations. Donc, je pense qu'il faut en parler. On entend beaucoup parler, surtout avec le backlash, mais on l'abordera certainement tout à l'heure, comme tu le disais. Une fatigue générale, surtout dans les organisations, de par le poids que c'est de mettre en place les processus inclusifs et de choisir à qui on parle, comment on leur parle, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut plus dire, etc., etc. Donc, il y a vraiment comme une grande fatigue actuellement qui est en parallèle avec une colère, je vais le nommer comme ça, une colère qui gronde un petit peu au niveau de la société. Est-ce que cette colère, elle est cristallisée par le fait que on placarde ça de partout aussi? EDI, tu l'as dit, c'est très réducteur, on limite tout à ça. Est-ce que ça vient pas rajouter à... C'est complexe, on le sait que c'est complexe. Et est-ce que le fait d'avoir ces 3 lettres placardées comme si finalement c'était hyper simple, est-ce que ça rajoute un petit peu à... Honnêtement, moi, le lien que je fais directement par rapport au début de ma pratique, parce que au début, je l'ai véritablement dans la gouvernance, donc dans la gouvernance ouverte qui se rapproche énormément des processus inclusifs. On a transité vers une expertise plus pointue quand on parle de diversité. Moi, le lien que je ferais, il est surtout au niveau du confort économique. Lorsqu'on est dans des sociétés très confortables économiquement, c'est beaucoup plus facile de parler d'échanges, de partage, d'ouverture. D'être dans l'amélioration, finalement. Oui, tout à fait. Pas dans la survie. On est dans l'abondance. Donc, en étant dans l'abondance, on parlait de la tarte tout à l'heure, le partage du gâteau se fait beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus d'ouverture là-dessus. Lorsqu'on se retrouve dans une situation économique qui est plus restreinte, qui est plus compliquée, moi, je pense que ça appelle au protectionnisme et le protectionnisme ne se fait pas uniquement sur ce qui est à manger sur la table, mais c'est comme s'il fallait être protectionniste dans toutes les sphères. Et là, je pense que c'est ça aussi que l'on vit, une forme de restriction collective, puis qui se rapproche dans OK, je vais me tenir, mais je me tiens avec qui? Et je me tiens naturellement avec des gens qui me ressemblent. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, on voit les grandes entreprises qui ont les moyens d'avoir des gens qui peuvent aborder l'EDI, mais quand tu es une PME, un restaurant, un salon de coiffure, un garage, puis que tu es aussi une entreprise, tu as une équipe, bien, tu n'as pas ces moyens-là. Puis là, tu te dis comment je le fais. Et pourtant, c'est là aussi qu'on devrait avoir ces grandes questions-là. 19% du tissu économique québécois est fait de PME. Donc, c'est là que... C'est surtout là qu'on devrait agir, en fait. C'est surtout puis, là. D'avoir des processus qui sont inclusifs, d'avoir des processus humains, comme tu le disais, parce que tout est dans la complexité du comportement de l'humain, notamment dans les organisations. Mais moi, je crois encore que l'acronyme de comprendre ce que c'est le DI, oui et non. Je pense pas que ce soit totalement nécessaire de comprendre l'acronyme pour embarquer à l'intérieur de processus inclusifs. De la même façon qu'il y a des organisations qui prennent le pas en parlant de biodiversité, en parlant de développement durable, puis qui sont pas forcément attachées à l'acronyme de l'ESG. Donc ça, c'est le parallèle que moi je fais. Là où c'est important de comprendre ce qu'est l'EDI et de nommer l'EDI, c'est quand on rentre dans les organisations, dans les milieux de vie, dans les structures, où là, quand on est obligé d'imbriquer ces façons de faire-là dans nos processus opérationnels, là, il faut être capable de les nommer puis de les faire adéquatement. Donc, tu sais, 2 poids, 2 mesures, je pense pas que la population en général a besoin de savoir c'est que l'EDI, mais ceux qui ont des structures à mettre en place, des processus à mettre en place, ils ont pas le choix d'avoir cette connaissance-là. Puis en même temps, tu sais, dans le discours qu'on a, puis dans ce qu'on discute beaucoup, tu sais, nous parlant beaucoup de handicap invisible, ça revient beaucoup avec la notion de mesures adaptatives, d'accommodation, etc. Puis là, il y a toujours la discussion de « Ouais, mais là, si je le donne pour un, il faut que je le donne à tout le monde. » Fait que, tu sais, quand on parle de comprendre l'EDI, la notion d'équité, bien, quand tout le monde pense que l'équité, c'est l'égalité, comme juste cette déconstruction-là, elle est tellement importante à faire pour tout le monde, d'arrêter de tout vouloir avoir la même chose. Si on peut le démocratiser puis rendre une mesure accessible, universelle,
nice, là, comme on est vraiment sur la bonne voie. Mais si on ne peut pas, pour des raisons de coût, c'est de l'équité, c'est pas de l'égalité, puis les gens, ils comprennent pas la différence entre les deux, tu sais. Mais tu vois, mais tu reviens, puis c'est un peu ce qu'on disait dans le premier volet, tu reviens à la nécessité quand même de comprendre que entre équité et égalité, c'est pas la même chose. Moi, je trouve ça difficile d'embarquer dans quelque chose, surtout qu'on le voit de partout aujourd'hui, sans comprendre ce qu'il y a réellement derrière ces 3 lettres-là. Ouais. Qu'on le comprenne ou pas, est-ce que les gens embarquent? Tu me parles d'organisation, Céline. Ici, on parle peut-être plus aussi du commun des mortels, de nous en dehors de nos organisations. Qui embarque, qui n'embarque pas, qui est en colère, qui push back, on en est où? Aïe, aïe, aïe. Ça dépend du sujet, ça dépend comment c'est apporté. Toi, tu travailles beaucoup avec la jeunesse. On travaille beaucoup avec la jeunesse, puis c'est un travail en soi de se demander comment on va aborder ça avec les jeunes. Parce qu'on parle autant de racisme qu'on parle de sexisme, on parle d'enjeux LGBTQ+, d'homophobie, de transphobie. Et chaque sujet, bien, quand on le fait, on essaie d'inclure les personnes concernées pour qu'on puisse le faire en sens pour qu'ils se comprennent aussi. Tantôt, je dis ça parce que je réagis un peu à ce que tu disais. On parle tout le temps des gens sans les inclure dans la conversation. Puis quand on parle d'équité et égalité, tout le monde ne veut pas la même part de gâteau. Les gens veulent juste leur portion, leur place. Et on a toujours peur que quand on va se mettre à tout bouger, bien, que tout le monde veuille la même chose. Tout le monde ne veut pas être PDG dans la vie. Tout le monde ne veut pas être VP dans la vie. Tout le monde ne veut pas être porte-parole dans la vie de sa propre communauté. Mais les gens veulent pouvoir fonctionner en étant tout ce qu'ils sont sans qu'on leur mette d'autres étiquettes puis qu'on parle pour eux. Et souvent, pour les jeunes, on ne les inclut pas dans ces conversations-là. Puis nous, quand on traite de nos enjeux, on essaie d'aborder comme un peu dans des tables rondes avec les jeunes. Est-ce que ça va vous parler de ce dont on veut le faire? Parce que nous, on a l'air d'une gang d'adultes qui pensent avoir la vérité puis ne sont pas inclus puis ils ne nous écoutent pas au final. Donc, c'est envoyer la balle aux personnes concernées. Exact. Donc, d'un côté, on en a un peu trop demandé à l'EDI, on a demandé à ces principes qui sont à la fois universels et à la fois propres à chacun quand on les adopte, de recouper toutes ces différences, toutes ces envies, toutes ces façons différentes de voir les choses finalement. Puis de ce que j'entends, c'est lâcher la grappe à l'EDI, essayer tout simplement d'adapter vos comportements. C'est ce que tu dis aussi avec l'humain. L'humain au cœur des choses, c'est ne mettez pas l'EDI à toutes les sauces, intéressez-vous plutôt aux humains. Moi, c'est ce que j'entends. Vas-y. Je voulais pas. Non, je suis pas certaine qu'on en a trop demandé à l'EDI ou qu'on en demande trop à l'EDI. Je pense surtout, si on revient avec cette idée que la maîtrise de l'acronyme, donc l'équité, la diversité, l'inclusion, donc de comprendre la différence entre équité et égalité, de comprendre que l'équité, c'est de rien enlever à personne. Juste ça, là. Juste ça, à chaque fois, j'ai l'impression de faire de la magie, là, quand je le dis, en formation ou en conférence. Dans les processus d'équité, on n'enlève rien à la personne. Mais oui, tu sais, c'est parce que pour donner à l'un, faut le valoir. Ben non! Non! Il n'y a pas de rigidité dans le partage de ce que l'on vit parce que ce qu'on veut, c'est le bien vivre ensemble, c'est de mettre les choses en commun. Donc, je pense pas qu'on en a trop demandé à l'EDI. Mais la grande difficulté, elle vient du fait de voir l'EDI comme une entité à part du reste. OK, nice. Alors que si l'EDI était véritablement vu et vécu comme la planche transversale pour tous les autres processus du bien vivre ensemble, là, on n'est plus dans le on en demande trop, on n'en demande pas assez. On est dans qu'est-ce que ça prend dans le contexte dans lequel je suis pour que l'inclusion, chez moi, ça fonctionne. C'est tout, là. C'est ce que je voulais dire. Tu lui prends les mots d'amour. Non, mais c'est l'inclusion. OK. Non, vous venez de répondre à ce premier segment de où on en est. On en est là. Voilà, on en est là. Maintenant, il s'est passé beaucoup de choses au cours de ces 4 dernières années. C'est quoi les bons coups et les mauvais coups, autant dans la société civile que dans les organisations, que dans la jeunesse? Qu'est-ce qu'on a fait de bien? C'est quoi les avancées? Et c'est quoi sur quoi on va devoir travailler à l'avenir? Il y a tellement de chantiers. Ouais. Je vais sortir l'optimisme en moi, là. Je pense que déjà d'avoir la conversation si souvent dans des espaces qu'on n'avait pas avant, c'est un peu plus mainstream en bon québécois. Dans l'actualité, on a ces réflexions, ces conversations, elles ne sont pas toujours saines, mais déjà d'en parler, on ne le faisait pas autant avant. On le voit dans les écoles. Nous, le réseau d'éducation nous font énormément confiance. C'est pas compliqué d'aller dans une école quand on est un organisme comme le nôtre. Au contraire, ils veulent, parce qu'ils disent, bien, cette conversation, elle est là. On n'a pas les outils souvent comme ressources, comme enseignants. Puis ça serait une autre conversation à avoir. Mais bien, nous, on vient un peu comme un partenaire, un palier pour aider, justement, parce que les gens veulent trouver leur place, ils veulent des réponses.
Et les médias sociaux ne sont pas toujours la bonne source de réponse. Ça dépend dans quel stylo on est, ça dépend qu'est-ce qu'on consomme aussi. Mais certains pourraient dire, bien, eux, ils consomment la bonne chose et moi, je dis l'inverse. Mais je pense que d'avoir cette conversation-là depuis 4 ans, ça a vraiment changé la donne, mais on n'est pas encore... Mais c'est ça, je veux revenir sur ça. Tu dis, bon point, on a plus d'espace pour en parler. Bon, les gens sont plus ou moins équipés ou pas. Après 4 ans, c'est normal de toujours pas être équipé à parler de ça. Quand on sait que ça concerne tout le monde, justement. C'est hier, là, il y a 4 ans. Oui, c'est ça. C'est... Différentes façons de voir les choses. Surtout quand on parle du fait que le travail se fait beaucoup dans les plus grandes organisations de par les moyens, de par c'est long à virer un paquebot de bord. C'est pas des petits yachts. Puis les petits yachts qui seraient faciles à virer de bord, probablement qu'ils le font, puis on le sait peut-être pas parce qu'on n'est pas là. Mais après ça, au niveau plus très grande organisation, c'est long. C'est long à changer. OK, donc on est plutôt optimiste. Oui, parce que tu sais, elle vient de là aussi, cette fatigue et cette colère. Ouh, il y a un manque d'optimisme ici. C'est la balance. Céline, non, c'est pas normal 4 ans plus tard. Mais je sais qu'habituellement, je dis que je suis la reine de la nuance. Il est fort possible qu'aujourd'hui, je sois pas là. Parce que moi, je l'ai dit dès le départ, là, parce qu'on s'entend, on parle de 4 ans à cause du meurtre de George Floyd. Clairement. C'est pas nouveau, mais donc, c'est ça. Donc, le meurtre de George Floyd a vraiment mis un faisceau lumineux très, très intense. Brûlant, incandescent. Le processus inclusif et la notion de DI qui existait déjà dans plusieurs organisations puis qui avait le vent en poupe déjà. Ben, c'est comme si on y avait tout simplement allumé là, pour tout le monde, puis c'est devenu quelque chose de beaucoup plus visible pour l'ensemble de la population. Moi, dès le départ, je disais, j'ai hâte, moi, dans 4 ou 5 ans, de voir les résultats de ça. Et malheureusement, j'aurais aimé qu'on me donne tort sur le fait que dans 4 ou 5 ans, ça ne serait pas si différent. Et là, on est là aujourd'hui. Et ce que je disais à l'époque, c'était vos employés, parce qu'évidemment, je le ramène tout le temps aux interventions que l'on fait dans les organisations, vos employés vont vous demander des comptes. Vos employés vont vous demander, OK, on en est où là? C'est bien beau les efforts que vous êtes prêts à faire ou pas, mais on en est où? Et là, on est là. Et là, on est là, et on est là face à une population qui, effectivement, se retourne puis dit, OK, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a fait? D'en entendre autant parler ces 4-5 dernières années, on se retrouve devant les minorités qui font, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? J'ai l'impression qu'on est encore à en parler, tu sais. On est 4-5 ans plus tard, encore en démarrage. Et même si je suis totalement d'accord sur le fait que un paquebot, c'est pas facile à virer. Tu sais, on l'avait avec le Titanic. C'est pas si facile. On connaît la fin. Même quand on voit le danger. Céline! Chance qu'il y avait Céline. Pour nous sauver. Mais effectivement, les processus pour qu'ils deviennent naturels, c'est long. C'est long. Oui. Mais par contre, de se prendre en main, de nommer les choses, d'accepter de voir en face les difficultés, d'accepter qu'il faut se mettre en action, ça, pour moi, là, on n'en a pas encore assez. On est encore en démarrage. Il y a des gens qui sont allés trop vite. Oui. Puis on est aussi toujours teinté par la politique. Ça ne devrait même pas quelque chose qui est sensible au mouvement politique. Ça devrait juste être une lancée qui dure et qui dure. On le voit, le financement, tout dépendant qui est au pouvoir, ça a un effet sur comment on aborde le DI. Comme nous, le DI, c'est la discrimination et l'intimidation. Donc, nous, c'est ça un peu la traduction. Bien, il y a des époques où on est plus financé, on croit un peu plus à la mission. Je ne sais pas ce qui s'en vient. J'ai hâte de voir si on va recevoir les mêmes sommes. Puis, un autre point aussi, tu disais par rapport autant au financement que les gens aussi, maintenant, peut-être les langues se délient à dire « j'ai été victime de ça ». Nous, il y a beaucoup de gens qui ont pris le temps de leur expliquer ce que c'est une discrimination et une intimidation. Les font « j'en vis ». Puis ils ont 20, 30, 40, 50 ans, puis ils n'étaient pas conscients et conscientes qu'ils étaient victimes de formes de discrimination ou d'intimidation. Puis je pense que parce qu'on a cette conversation-là, fait que c'est peut-être le drôle reflet de « ça va pas si bien que ça dans notre société ». C'est juste qu'enfin, on a l'espace pour l'exprimer parce que les statistiques le démontrent, que ce soit le sexisme, que ce soit le racisme, c'est en montée dans plein de milieux. C'est en montée ou alors juste on est plus informé pour le reconnaître. Oui, mais ça veut dire qu'il faut qu'on travaille encore plus fort et pas juste en te convaincu. Donc, c'est normal qu'on soit pas rendu hyper loin parce qu'en fait, on est encore en train de faire ce travail de prendre conscience de toutes les problématiques. Puis, tu sais, je suis d'accord avec tout ce que vous disiez. Puis, dans ce que je voulais dire aussi, il y a le fait que, oui, il y a les gros paquebots. Moi, dans le champ d'expertise que j'ai, c'est tellement récent et nouveau que
j'ai pas le choix d'être patiente. Et puis je le dis souvent, j'ai l'impression que je le verrai peut-être pas de mon vivant. Et je le dis ça. Moi, je le sais. Je sème les graines, c'est ça. Mais, fait que, tu sais, on dit aussi, j'aimerais ça passer de la sensibilisation à l'action. Comme, on peut arrêter de juste sensibiliser et de dire, puis de faire, OK, let's go, lis où le processus? Donne-moi-les, là. M'ouvrir toutes les petites boîtes, là, puis tu vas être encore plus efficace, ça va juste être mieux, puis comme tout le monde va en bénéficier, se mettre dans l'action en arrêtant de dire, OK, je suis sensibilisée, oui, mais c'est juste cute, là, rendu là, comme ça fait rien de plus. Je réagis à l'ignorance, je pense 126 fois par jour en disant, mais voyons, vous savez pas comme, mais voyons, vous dites ça, mais voyons que ça se passe encore. Est-ce que ça, c'est l'un des mauvais coups? Genre, certains n'ont jamais pris de Je train. ne verbalise pas tout le temps à voix haute, mais dans ma tête, il y a le « mais voyons » qu'encore en 2024, des gens agissent en ce sens-là, malgré la conversation, malgré les actions qu'il y a, bien, ça se passe encore dans plein d'univers. Fait que mon « mais voyons », je pense, résume un peu où on en est encore en 2024. Mais est-ce que cette impatience, justement, elle contribue pas finalement à braquer toutes ces personnes à qui on dit « Ah, t'avances pas assez vite. Ah, tu sais toujours pas ce genre de choses. » Est-ce que, au final, ça polarise pas non plus le débat? Oui, mais en même temps, c'est peut-être une bonne chose parce que de la même façon que je disais que je suis triste que 4-5 ans plus tard, on soit encore dans notre période de démarrage, je suis quand même contente. Puis, je ne voudrais pas que le sacrifice de George Floyd, entre autres, qui a permis à certaines voix de s'élever et d'être entendues, ça fait la différence. Et ça, c'est venu mettre aussi la lumière sur l'excellence autrement. Juste ça. Autrement. Et ça, et de venir rentrer ça dans la normalité des choses. D'arrêter de voir le fait d'être une minorité, le fait d'avoir une difficulté, le fait d'être en situation de handicap et que ça soit associé à la réussite, de le voir comme une exception. Ouais. Ce n'est pas une exception. Ça fait juste partie de la vie. Et si on offrait des opportunités équitable pour tout le monde, mais on les verrait beaucoup plus et on aurait beaucoup moins de difficultés à rallier le paradoxe entre le fait de ce besoin de se sentir unique puis le besoin de faire partie de la gang. Et ça, tous les êtres humains l'ont, y compris les personnes en quête d'équité. Alors, si je reste avec mes bons et mes mauvais coups, ça c'est fine, on a plus d'espace pour en parler. Mais on n'a pas encore compris il s'agissait de faire de l'excellence autrement, ou ce discours de personnes qui ont compris que la différence n'était pas forcément moins bien, il est déjà compris. Mais ça fait peur, ça fait partie des craintes, là. Ah, ben là, si on fait de l'EDI, ben on va laisser la porte ouverte pour n'importe qui. C'est quelque chose qu'on entend souvent, hein. C'est ça. Ah, mais là, les compétences, ben oui, mais quand tu engages juste les fils, puis les fils ou les filles des boss, est-ce que tu te soucies de toutes les compétences de ces personnes-là ou est-ce que, comme, tu sais, fait que... On est encore là-dedans. Ouais, mais il y a des fois où les privilèges finalement, puis les gens s'en rendent même pas compte. Est-ce que tu te rends compte qu'à cette personne-là, tu ne demandes pas la même chose qu'à une personne qui serait différente? Exact. Oui, puis que ce n'est pas quémandé. Non, c'est pas de la charité là, l'inclusion. Okay, je suis désolée, je veux pas te fâcher en disant ça là, mais c'est pas de la charité quand même. On va aider la cause. Travailler pour l'inclusion, c'est pas faire de la charité. Exactement. C'est pas demander l'autorisation d'exister. On s'entend, c'est pas ça du tout. Donc on est véritablement dans un processus où ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est justement ça. Faire les choses de manière à ce que ça soit universel, s'assurer de as-tu pensé à tout le monde dans ton processus? Est-ce que véritablement tu as pris en considération des parcours atypiques dans les façons de faire les choses? Est-ce qu'il y a des organisations qui le font, ça, aujourd'hui? Oui. Oui. Majoritaire? Non. Non. Nombreuses. Nombreuses. Moi, pas suffisant, pas assez. Moi, honnêtement, là, sinon, j'aurais pas de clients. Okay? C'est donc, vrai. Il y en a.
Il y en a qui font l'effort d'aller au-delà de la sensibilisation, qui rentrent à l'intérieur de processus qui sont plus souffrants. Ils les nomment comme ça, d'ailleurs. Donc, plus énergivores, qui demandent plus d'analyse, de creuser un petit peu plus la situation. Il y en a qui font véritablement les efforts. La grande difficulté, c'est qu'étant donné que c'est extrêmement complexe et que c'est surtout très, très large, on revient à la fatigue de tout à l'heure, c'est cette idée de on n'y arrivera pas. Il y a du découragement. Aujourd'hui, avec il y a du découragement. On voit le chantier, j'ai juste ma petite boîte à outils, puis je serais pas capable de la bâtir la maison. Mais on va y arriver. Mais il y a peut-être un momentum à garder aussi, une motivation à garder, puis on va le voir dans le troisième segment finalement, comment garder ce momentum qui s'étiole un petit peu pour amener la profession plus loin et les organisations et nos sociétés plus loin. Mais je vais aller avec quand même comme l'ouverture et la curiosité sur le sujet qui fait que mon travail est agréable et facile dans un certain sens, dans le sens où je suis capable d'avoir ces discussions-là sans avoir un public qui est braqué. Il n'est pas facile, il est facilité. Les facilités, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, d'un, c'est nouveau. De deux, je pense que les gens comme font plus de liens avec, tu sais, mon enfant a un diagnostic, l'enfant de mon collègue, etc. Les gens font des liens qui sont peut-être plus proches, qui fait qu'après ça, je peux ouvrir la conversation pour laisser la place aux autres personnes où ce que là, tu sais, quand on parlait de la fatigue de DI, bien, en tout cas, j'espère qu'avec le travail qu'on fait, on rouvre ces autres portes-là aussi. D'accord. Il y a une sensibilité qui est là grâce au travail qu'on a fait sur d'autres sujets et qui fait que toi, ben, au moins, tu peux en parler. Puis ça, tu peux parler de neuroinclusion. Puis ça, c'est un bonus parce que les gens sont assez ouverts à accueillir ce discours et ces nouveautés-là. Exact. Bon coup. Ça, je trouve que c'est un bon coup de... Top. Merci. Ouais. On continue à brosser dans le sens du poil. Bon coup, Céline. Tu vas en trouver un. Un bon coup, il y en a. Il y en a des bons coups. Juste le fait, tu sais, malgré ce qu'on se disait tout à l'heure, le fait qu'on en parle, le fait qu'on ait cette discussion-là et qu'on sait qu'on va avoir des gens qui ont soif d'entendre parler de ça, je pense que ça, c'est un bon coup en général. OK. Puis que dans la population au grand complet, qu'il y ait cette acceptation de rechercher la différence et d'être prudent dans l'approche. Donc, prudent. Est-ce que les comportements de remplacement sont tout à fait exacts? Non. Mais au moins, il y a la réflexion de « Oh, je suis face à une différence. Il devrait normalement avoir quelque chose que je pourrais ajuster ou adapter. » Et ça, pour moi, c'est un vrai gain. OK. Donc, on a un petit peu avancé quand même. Je te dirais, c'est les communautés qui s'allient. Je le vois dans différents contextes. Quand il se passe un backlash, quand il y a une réaction négative à quelque chose, il y a des communautés qui se soutiennent. Que ce soit les femmes envers les personnes LGBTQ+, pour dire on a passé par là, on va s'aider. Les personnes racisées, moi, j'ai un réseau extraordinaire de personnes qui ne me ressemblent pas. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et depuis que je suis dans l'EDI, tu sais, je vais le mettre dans le monde de l'EDI, c'est les personnes racisées, c'est les femmes, c'est les personnes qui ne me ressemblent pas, qui me soutiennent, qui me donnent des opportunités, qui m'écrivent quand ils voient que je vis un moment difficile parce que je m'expose beaucoup par mon travail. Et ça, moi, je le voyais peut-être un peu moins à une certaine époque où on vivait peut-être chacun ses choses dans ses communautés. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais le travail d'équipe va faire toute la différence. Les alliés, peu importe qui on est, que ce soit un homme, cis, straight, blanc, name it, bien, tout le monde est important dans cette conversation-là et je sens cette conversation-là devenir beaucoup plus rassembleuse. Et LinkedIn, pour moi, mettons le résumé, est une belle plateforme pour ça. Je le vois, on ne le voyait pas il n'y a pas si longtemps. C'est une conversation qui prend beaucoup de place sur LinkedIn et les gens qui commentent, repartagent, bien, c'est des gens de d'autres communautés que la mienne et ça, je trouve ça intéressant. Et je me dis, ça donne l'espoir des gens qui se sentaient peut-être pas concernés par le tout, bien maintenant embarquent à leur façon, mais chaque coup est important dans le combat. Ce matin, on parlait de la convergence des luttes au final, puis je pense que c'est ça que tu nommes aussi maintenant. C'est au final, on a ouvert la porte à la discussion, puis on se parle, on commence à se parler, et ça, c'est vrai que c'est pas rien. C'est pas nouveau, mais ça reste un bon coup de tout ce processus, tout ce mouvement. Maintenant qu'on s'est caressé dans le sens du poil, on va se dire les vraies choses. Qu'est-ce qui aurait pas dû se passer dans ces 4 dernières années et qu'on a vu? Qu'est-ce qui vous a fâché? Qu'est-ce qu'il faut plus faire, là? Moi, c'est tout l'inverse de ce que je viens de dire. J'ai jamais... Ne faites pas l'inverse, c'est tout. J'ai jamais vu autant de prises de parole qui sont violentes sur de grandes plateformes, que ce soit des médias sociaux, que ce soit la télé, dans les journaux, dans des entreprises où des gens ont des paroles complètement décomplexées, violentes envers des communautés, mais ils sont écoutés, entendus et on leur tend le micro.
parce que, justement, il y a une montée de la conversation autour de l'EDI, puis on voit ça comme un débat. C'est pas un débat, l'EDI. Mais là, on le voit comme ça. Fait que là, on veut entendre la contrepartie. Je suis comme, non, on n'a pas à entendre la contrepartie. C'est discriminatoire, ce qui est en train de se dire, et on ne devrait pas tolérer l'intolérable. Et ça, pour moi, c'est tout l'inverse de ce que je viens de dire, parce que d'un côté, il y a des alliés entre communautés, mais d'un autre côté, il y a des langues qui se délient plus que jamais et sont suivies par beaucoup de gens, sans nuance. Pour moi, la nuance est extrêmement importante dans la conversation, et ça, je trouve que ça vient vraiment biaiser le tout. C'est ça, hein, on en a vu, on a entendu beaucoup parler le pendulum, là. On voit qu'on a tiré beaucoup, on a ouvert la porte à des discussions auxquelles on n'aurait jamais pu penser quelques années en arrière. Et là, ça tire très fort de l'autre côté sur ben non, moi, j'ai quelque chose d'autre à dire. Et sous couvert de liberté d'expression, je suis contre la bonne vertu, finalement. Le dos large. Puis, tu sais, on veut pas interdire aux gens de parler, mais il y a juste des choses, insulter, dénigrer, rabaisser les autres. C'est pas des arguments comme tu le dis. Exactement. Puis on le voit dans les écoles beaucoup. Des jeunes qui lèvent la main pour dire « je suis ça, je suis ça, je suis contre ça ». On le voyait moins il y a peut-être 4, 5, 10 ans. Là, les jeunes, puis tu te dis « mais d'où est-ce qu'ils ont appris ça ?» Mais ils l'ont appris quelque part. La haine n'est pas une opinion, puis malgré ce que dit ton père ou ta mère à la maison, la haine n'est pas une opinion. Tout à fait d'accord. Mauvais coup, c'est limite. Limite-toi, là. Je sais pas, t'as une liste, mais limite-toi. Une version longue à l'entrée. Je vais... Il y a une émotion qui m'habite depuis le début de notre conversation, puis honnêtement, il faut que je le note. Donc, je vais le faire, puis vous en ferez ce que vous voulez. Mais la Kanaki et la Martinique brûlent en ce moment sous le poids colonial de la France. George Floyd a été tué sous le poids colonial. Moi, j'ai commencé ma pratique suite au décès de Joyce Echaquan, qui est morte sous le poids colonial. Donc, moi, ce qui m'habite, puis d'où le pourquoi, pour moi, je suis dans les mauvais coups, c'est que on est encore des siècles plus tard à avoir des conversations sur les questions. Et on est encore dans cette idée d'avoir besoin de convaincre que c'est la bonne chose à faire. Encore. Et ça me révolte. Ça vient me chercher. On le voit. Pour ça que j'ai décidé de non seulement m'intéresser, mais de rentrer à l'intérieur de la diversité et l'inclusion. L'inclusion, je le disais tantôt, c'est pas de demander l'autorisation d'exister. L'inclusion, c'est pas de demander à l'autorisation la justice. La justice fera sa place. La justice trouvera son chemin, quelle que soit la façon, quel que soit le temps que ça va prendre. Si moi, je suis en diversité et inclusion, si on est tous en diversité et inclusion, c'est parce qu'on veut que ça se fasse de façon pacifique. Parce qu'autrement, ça ne sera pas pacifique. Exactement. Donc, c'est pas un privilège de nous laisser la place pour venir influencer. Vous le faites aussi pour vous, là. Nous, on le fait pour protéger tout le monde, la majorité comme les minorités. C'est ça notre travail. Laissez-nous faire notre job. Pour le mieux. C'est tout. Mauvais coup, on a avancé, mais on est encore beaucoup dans le colonialisme. Dans le colonialisme, alors qu'on est en 2024. Puis, on en a parlé encore dans le premier volet du colonialisme et de décoloniser. Le temps que ça se rende, j'ai envie de dire, au cerveau, à la tête, c'est vrai que c'est pas normal. Mauvais coup, il est temps de tourner la page de ça et que ça fasse plus les gros titres. De rappeler que d'autres humains ont droit à leur place. C'est ça, on est encore là. Tu viens de résumer parfaitement où il est encore là, le travail à faire. On n'a pas fini, on a encore les mauvais coups de Mélissa. J'ai peur, on va prendre un coup pour respirer. Parce que là, on en met du lourd sur la table. Mais tu sais, un peu dans le même sens aussi, tu sais, quand je vois un rapport de l'ONU qui parle de l'esclavagisme moderne, puis qui cite l'impact et l'investissement qui a été mis sur des plateaux de travail pour venir faire travailler des personnes autistes avec des déficiences intellectuelles gratuitement ou qui doivent payer pour aller travailler pendant des années, puis que l'ONU vient de décrier. Pas ça. Puis d'avoir ces discussions-là, puis de se dire justement dans cette ère-là dans laquelle on vit, dans un capitalisme accru, où est-ce que tout d'un coup, là, on a eu la pénurie de main-d'œuvre, puis là, oui, OK, c'est bon, oui, on va aller chercher des personnes en situation de handicap, on va ouvrir, oui, il y a des talents inexploités. Là, tout d'un coup, on tombe en récession, puis c'est plus grave. Puis on le voit à travers, justement, ces personnes-là, surtout les personnes autistes, parce que le taux de non-emploi et sous-emploi des personnes autistes est le plus criant en ce moment. Fait que c'est correct pendant un temps, quand ça fait bénéfice aux autres,
Puis c'est là qu'on parle aussi de talents inexploités. On parle pas des personnes pouvoir exploiter eux-mêmes leurs propres forces et arriver à jouir des privilèges de la vie. Non, on parle de comment est-ce que l'entreprise peut exploiter. Là, tu m'as ouvert la porte, là. Non, mais Je vais te dire, j'allais être politically correct, mais pour moi, ça, c'est un très mauvais coup de dire que, même l'ONU est venue, puis là, on a vu beaucoup, puis c'est tout aussi grave par rapport aux travailleurs étrangers, les conditions qu'elles ont. Mais dans le même rapport, on parlait des personnes en situation de handicap sur les plateaux de travail partout au Canada. Ça, on l'a vu moins, mais ça, c'est franchement problématique. Tu sais, on parlait off-caméra là de stratégie parce que la mission à la fin de la journée, c'est de faire avancer les choses de manière pacifique, tu l'as dit. Puis on disait, il y a plusieurs stratégies pour arriver à faire bouger le curseur, à faire bouger la masse critique dont on a besoin pour changer les choses. C'est vrai qu'il y a un côté très, très transactionnel finalement à la diversité. Et on a fait rentrer dans le pitch en faveur de la diversité le fait que c'est productif, le fait que on est en pénurie de main-d'œuvre spécifiquement au Québec, donc c'est le moment d'eux. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est en récession? Qu'est-ce qui va se passer? Elles ont plus le droit d'exister, ces personnes-là, c'est moins important. Comme tu disais, on est dans le confort, dans l'abondance. C'est pire, en fait. C'est qu'il y a une instrumentalisation de l'EDI lorsqu'on est en période de crise, post-crise ou pré-crise. Puis je vais juste nommer comme exemple, on a juste vu la fuiter dans les journaux, le fait qu'il y a des communautés autochtones qui payaient pas leur hydro, qui ont pas payé leur hydro pendant des années. C'est sorti comme ça. Alors que ça fait des années qu'ils sont en organisation au Québec. Donc, on est au courant. Et en fait, ça, là, c'est un appel à la colère collective. C'est un appel à nourrir le grondement collectif actuel. Et c'est là où je me dis, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'instrumentaliser des personnes qui vivent déjà des injustices fortes ou faibles, puis de les utiliser comme épouvantail. Mais surtout quand, à la base, l'EDI, c'est pour tout le monde, équité, diversité et inclusion, c'est pour tout le monde, mais particulièrement pour ces personnes-là qui sont marginalisées. Puis au final, ce que j'entends, c'est que l'EDI a fait des choses pour ces personnes-là, mais qui ont été instrumentalisées et qui se sont retournées contre elles. Voilà. Quoi comme chose particulièrement? Est-ce que vous avez des exemples? Qu'est-ce qu'on a fait en EDI qui était en faveur de certaines personnes qui, finalement, ça n'a pas du tout fonctionné? Exemple très concret, mais je vais ramener le principe qu'on souvent les gens concernés ne sont pas autour de cette table-là. OK. On a lancé des initiatives sans les personnes concernées autour de la J'ai table. un exemple concret qui vient de m'apparaître dans ma tête. J'ai eu... Pas de nom, on pointe Non, pas du doigt. mais j'ai été invité à un congrès il y a de ça quelques mois où on abordait l'intimidation dans le milieu scolaire au Québec. Et on était plus de 300 personnes réunies pour trouver des solutions. On fait quoi? Parce qu'on sait que c'est un fléau, l'intimidation sous toutes ses formes chez les jeunes. Et j'étais probablement la personne la plus jeune dans la salle. Et je me considère jeune, j'ai 31 ans, mais je ne suis pas les jeunes concernés par le travail qu'on voulait faire. Et je me suis levé pour le dire au micro. Ils sont où, les personnes concernées? Fait qu'on est encore une gang de personnes qui ne sont pas concernées, qui vont essayer de trouver des solutions avec nos propres biais, à notre façon, comment nous, on aimerait que ça soit fait. Et ces gens-là ne sont pas là. Et quand on les écoute, parce que j'ai accès à ces fameuses personnes qu'on veut sensibiliser, c'est tout l'inverse de ce que nous, on ferait. Ils n'utilisent pas les mêmes termes, il n'est pas comme ça qu'ils le feraient. Ils ont des solutions qui sont incroyables, qui se feraient avancer de 10 pas plus vite ce que nous, on a envie de faire. Bien, ils ne sont pas là. Et ça s'applique à plein d'autres choses. C'est comme les communautés LGBTQ+, comme les personnes non-binaires dans le discours actuel. On ne les voit pas, on ne les entend pas, mais on parle pour elles et c'est jamais de façon super positive. Et on parle d'humains. Puis ils sont toujours juste en train de rappeler à tout le monde, on est des humains comme vous autres, là. Mais comme tu disais, on est encore là, en 2024, à devoir rappeler des bases. Et ça, c'est épuisant. Puis il ne faut pas qu'on oublie, puis tu sais, ma petite note positive, c'est pour ça que le travail d'équipe est important, parce que c'est épuisant comme lutte, comme personne, comme collègue, comme organisme, c'est épuisant. Puis on n'est pas beaucoup à faire ce qu'on fait. Et il y a des silos aussi à travers nos milieux. Puis ça, il faut apprendre à les briser puis à créer des ponts. Puis je pense que j'espère que cette conversation-là va peut-être inspirer des gens qui font peut-être ce qu'on nous on fait puis qu'on ne se connaît pas. Écrivez-nous, appelez-nous, faxez-nous, faites ce que vous voulez. Parce qu'il faut le faire en équipe, en gang, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Puis c'est épuisant. Je te dirais que c'est épuisant, puis notre santé mentale en mange un coup. C'est clair. Merci pour cet exemple hyper concret. Est-ce que vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, comme ça, d'erreurs qu'on a faites en EDI? La discrimination positive non expliquée. Ouais. Non expliquée. Ouais. Non expliquée. Oui, parce que la discrimination positive est un bon outil. OK.
à condition qu'il soit expliqué Et bien utilisé. et contextualisé Absolument. et qu'il ne soit pas fait de façon aveugle. Pour pas qu'on nous dise, ben là, c'est discriminer d'autres personnes si vous les... Ouais. Et voilà. Désolée de Donc, prendre cette voie. Quand on est dans des processus et qu'on les étiquette comme étant inclusifs, mais que dans les façons de les mettre en place, on ne l'est pas, on joue contre. On joue contre. Ouais. On se dessert encore une fois, tu sais. Donc, et c'est pour ça que je le répète encore et encore, allez chercher de l'aide. Non, les experts en EDI sont pas des experts dans tout. Mais au moins, cette sensibilité-là d'aller chercher les bons experts pour les problématiques, ça, on l'a collectivement dans notre communauté de EDI experts. Okay? Donc, ne faites pas n'importe quoi sous prétexte que vous pensez que c'est la bonne chose à faire. Des fois, au collectif, ça peut avoir un impact négatif. C'est OK de pas tout savoir. Tu sais, on a dit c'est un mouvement, c'est un cheminement. Et le mouton à 5 pattes n'existe pas. Là, je veux que tu me parles de décolonisation, de neuro-inclusion et de LGBTQ-phobie. Au bout d'un moment, on est complémentaires aussi. Puis, il faut aller chercher les bonnes expertises pour vraiment atteindre son objectif et pas se desservir finalement. Mélissa, un exemple concret de... Les ceux que j'ai, je peux pas les nommer. On se reconnaîtrait tout de suite. Sauf que, je dirais, il y a quelque chose dans la performativité qui n'est pas faite dans... En fait, la performativité qui est un enjeu en tant que tel, donc juste le faire pour dire qu'on le fait, puis j'ai coché ma case de je l'ai fait, puis... Mais aussi le fait de ne pas le voir comme une gestion de changement. Fait que, tu sais... Le fait de ne pas le voir comme, OK. Ouais. En fait, c'est deux choses un peu. C'est qu'on arrive avec des actions performatives et on n'arrive pas avec un angle très gestion de changement. C'est une gestion de changement. C'est des personnes qui vont adopter cette vision-là plus rapidement, des gens qui vont être réfractaires au changement. C'est des personnes qu'il faut, tu sais, il faut faire de la gestion de changement. Puis souvent, ben c'est pas tout le monde qui le voit comme ça. Je pense que là, c'est ça. Après ça, c'est ça, tu te ramasses avec des réfractaires qui vont parler plus fort parce que ces personnes-là ont peur. Ouais. Puis ça veut pas dire que c'est pas légitime, là, leur peur. Là. Elle est juste ancrée dans des choses qui sont peut-être pas nécessairement les meilleures croyances à avoir en tout temps. Là. Est-ce que ça a été une erreur justement de personnes qui travaillent en EDI d'arriver avec un full package de voici la solution toute faite et pas c'est un processus, il va y avoir des choses à faire, à réviser? C'est pas une recette, Ricardo, là. Ben, c'est ça. Si seulement on l'aurait trouvé, puis on la ferait, puis on la répéterait. Il faut se méfier à la limite des gens qui t'offrent une solution. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail en continu, gestion du changement. C'est une première étape peut-être, mais il y en a eu d'autres peut-être que les gens ne sont même pas conscients qu'ils ont fait. Donc, il ne faut pas voir ça comme j'ai une solution, je vous la vends, puis demain matin, vous êtes maintenant inclusif. C'est quand même souvent ce que les gens demandent et les compagnies demandent. Là. Tu peux me donner le full package, je veux en 1h30, 30 minutes parfois. Oui. Donne-moi la solution en 30 minutes, forme-moi pour que je sois hyper inclusif. Je crois que tout est ancré dans des bonnes intentions. Comme je pense que personne n'arrive foncièrement à faire comme moi, je vais faire de l'EDI juste pour cocher, puis comme je m'en fous. Je pense que foncièrement, personne ne le fait. Je pense qu'il y a toujours des bonnes intentions. Puis, tu sais, quand on m'appelle, puis neuro-inclusion, c'est nouveau, c'est un sujet qui est un peu plus à la mode, je dirais, de par la nouveauté. Mais c'est quoi le plan par la suite, à la rigueur, tu sais? Non, mais OK, oui, la formation que je donne, elle va être le fun. Comme ça, c'est garanti. On va avoir du plaisir, ça va être un bon moment, mais on te parle d'un sujet d'une population qui est en situation de marginalisation et qui vit des barrières et qui n'arrive pas à accéder aux mêmes opportunités que les autres. Le sujet n'est pas le fun. M'a te livré de façon fun, mais c'est ça, il y a comme une légèreté des fois qui est attribuée au sujet de par l'incompréhension de tout le stigma qui vient derrière. Et c'est un travail constant d'essayer d'amener la chose, mais sans se desservir, de « OK, je vais répondre à votre besoin », parce qu'on est dans une société de performance où on veut quantifier les choses, on veut pouvoir les mesurer, les palper, mais sache que je vais pas révolutionner ton monde avec une formation fun sur une heure. Là. On va ouvrir une discussion, mais après ça, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, si je forme tout le monde dans ton équipe, là, ben ça veut dire que les personnes neurodivergentes vont faire comme « Ah, ben l'employeur en parle, donc je peux en parler ». Et si tu n'es pas prêt à recevoir si on n'est pas prêt à le recevoir comme adéquatement, puis que les gestionnaires ne sont pas prêts à savoir comment accueillir ça adéquatement, puis pas répondre à la personne « Ah, ben ça paraît pas ». Tu sais? Fait qu'il y a comme toute cette stratégie-là pour assurer la sécurité des personnes. Complètement, parce que derrière, c'est des personnes, c'est des droits, c'est des discriminations. Tu sais, on a l'impression qu'on l'a simplifié, EDI, qu'on essaye de le rendre le fun, sexy, glamour pour convaincre, mais derrière, il y a des sujets vraiment pas glamour à traiter. On arrive déjà à notre dernier segment. Qu'est-ce qu'on souhaite pour 2025? Et après, c'est quoi l'avenir de notre profession? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à dire
EDI? Est-ce qu'on va rajouter H? Est-ce qu'on va dire Jedi? Est-ce qu'on va rajouter A pour accessibilité? On s'en va où avec ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on se souhaite? J'aime bien. Parce qu'après, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire après, Céline? Partagez-vous la parole, là. Est-ce que je crois qu'effectivement, les experts et les expertes ont leur place en EDI plus que jamais? Est-ce que moi, j'ai le goût qu'il y en ait plus dans des gens qui s'intéressent au sujet, qui lisent, puis qu'ils aillent chercher les diplômes, là, s'ils sont disponibles, là. Moi, il n'y a aucun problème avec ça, mais surtout de lire, d'apprendre, de chercher, d'exiger des études, de pousser pour que on ait une valeur scientifique à l'intérieur de tout ça, une surveillance de nos organisations et de nos institutions. Moi, c'est ce que je nous souhaite. Ouais. Donc oui, je milite pour que les experts et les expertes en EDI puissent trouver leur place et maintenir leur place, parce que l'inclusion, comme tu le disais, c'est pas temporaire, là. C'est de la gestion de changement. L'inclusion, c'est un marathon. C'est un marathon. Tu peux démarrer tout doucement, tout petit, au niveau de l'énergie disponible. Mais sache que une fois que tu es parti, t'avances. OK? L'inclusion, c'est pas temporaire. Donc, 2025, je parlerai pas de crainte. Je suis pas de crainte. Je suis vigilante. Vigilante parce que certaines politiques ne sont pas pro. Donc, nous ne laisserons pas de place. Je reviendrai pas sur la justice tantôt. La justice fera son chemin d'une manière ou d'une autre. Je suis vigilante, confiante, parce qu'il y a quand même des organisations qui se tiennent debout et qui maintiennent non seulement leur appui dans les processus inclusifs, mais qui continuent à prendre des risques. Et ça, je le salue vraiment d'aller là, bon gré, mal gré. Puis, est-ce qu'il y a un futur pour les discussions que l'on vient d'avoir? Ben, je souhaite que oui. Si on veut que les choses se passent dans l'évolution collective, je nous le souhaite sincèrement. Se solidifier, se structurer en tant que discipline ou en tout cas cheminement. Tout à fait. Mélissa, comme ça je te laisse réfléchir après Céline. Moi, je ne peux que souhaiter pour plus de proactivité dans le sens où, encore au Québec, on a des lois très réactives. Je ne prétends pas rien connaître au lobbying. J'aimerais bien ça, comprendre comment faire bouger les choses. Mais on est encore dans un système très réactif où quelqu'un doit demander pour avoir quelque chose, ou quelqu'un doit se plaindre pour faire répondre à ses droits. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans une approche? Puis on a des provinces qui arrivent au niveau d'accessibilité avec des lois d'accessibilité universelle. Aux États-Unis, il y a toutes sortes de choses qui passent, mais comme ça, au niveau des États-Unis, au niveau de l'accessibilité numérique, accessibilité universelle, il y a des choses qui sont différentes d'ici aussi, où ce qu'on pourrait juste se souhaiter que, tu sais, être proactif, là, c'est répondre à tous les besoins de tout le monde de façon accessible et universelle. Puis tout le monde en bénéficie, mais comprendre cette proactivité-là, c'est ce que je nous souhaite. Ce soit rendu un réflexe. C'est ça, et pas juste comme une innovation, parce que hey, tu sors du lot parce que toi, tu es accessible, puis toi, tu le fais. Non, tu sais, ça devrait devenir la nouvelle... Non, mais en fait, la norme, oui, elle doit shifter. La diversité doit devenir la norme, et non le contraire, là. Voilà. J'ai l'impression que Céline proposait de créer un ordre. La façon que j'écoutais... Mais je pense que ça fait réfléchir sur justement structurer, parce que tantôt, je l'ai dit, on travaille beaucoup en silo. S'il y avait quelque chose de peut-être plus structuré, ça aurait peut-être encore plus d'impact. Moi, je pense qu'il y a des bases à se rappeler de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aime pas se faire faire. Et nous, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup avec les jeunes. C'est le meilleur conseil qu'on m'a donné dans la vie. C'est pas facile, je l'oublie de temps en temps, mais c'est un principe à garder comme employeur, comme collègue, comme gestionnaire, de ne pas faire aux autres ce que j'aimerais pas me faire faire. Et ça peut aider à embarquer dans une discussion. Et récemment, j'écoutais un panel où on parlait des droits, la Charte des droits et libertés. Mais il faudrait peut-être se rééduquer ou éduquer jeunes et moins jeunes à connaître nos droits et partir d'un fondement de droit. Pas toujours obligé de créer, là. On peut repartir de ce qui existe et le comprendre. Légalement, on a des droits. La discrimination, ça n'a pas sa place. Mais si on en serait plus conscient individuellement et collectivement, puis on en parlait tantôt hors micro, quand on se disait au Québec, je me souviens, mais aussi de se souvenir de ce qu'on a vécu, puis de ne pas le répéter, ce qu'on a vécu aux autres. Exactement. Au final, notre avenir réside peut-être aussi dans notre passé, quelque part. Exactement. Faire le lien. S'en servir positivement et arrêter de créer une scission avec ce qu'on est en train de faire. On parle d'immigration beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on se ramène. Nous aussi, on a vécu des choses. On ne veut pas le faire revivre aux autres. Se souvenir. Mais pour ça, ça prend l'éducation. Super, ça se tient tellement ce que vous venez de dire. Je retiens se structurer, se solidifier, être proactif, intégrer de nouveaux réflexes et se baser sur ce qui existe déjà, ce qu'on a fait, l'intégrer, le comprendre et le mettre en pratique.
Voilà. Merci beaucoup Mélissa, Céline et Raphaël. C'était un plaisir d'échanger avec vous dans le cadre des tables rondes de l'Institut Néo-Québec. L'EDI, équité, diversité et inclusion, ce n'est pas une solution miracle, mais vécue, intégrée, comprise au quotidien. Ces valeurs peuvent nous permettre de créer une meilleure société.